Nous sommes repartis pour cette dernière partie qu'on souhaite le plus possible en échange avec vous cette fois. Donc on compte sur vous pour participer et je vous remets du coup à l'écran la slide Slido. Vous scannez et vous pouvez poser vos questions directement sur l'application à nos 3 intervenants que j'appelle à me rejoindre. Donc le sujet, tokenisation des PME, avec Victor Busson pour Taurus, Paul Chermillot pour Magic Tomato et Jonathan Llamas de Verum Capital. Voilà, merci messieurs. Je vous invite à chacun votre tour à vous présenter et présenter donc la tokenisation de vos PME, pourquoi, comment, en quelques minutes. Un, deux. Alors je commence, vu que j'ai le micro allumé. Bonjour à toutes et à tous. Paul Chermillot, je suis le fondateur de Magic Tomato. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un super-héros qui vous sauve de la nourriture industrielle en vous amenant des bons produits frais et locaux directement à votre porte. Et pourquoi un super-héros ? Parce que ça paraît simple, mais en fait c'est compliqué. Et puis il y a besoin d'un acteur super-héros et magique pour arriver à le faire. J'ai commencé il y a 5 ans à Genève. L'idée, c'était de créer des écosystèmes d'artisans et producteurs existants dans un rayon de 25 km et de rendre tout ça, on va dire, visible auprès du consommateur à travers un marché en ligne facilement accessible et avec une logistique rapide, c'est-à-dire le jour même, une logistique verte et éthique avec nos équipes qui livrent en véhicules électriques. On a grandi, on a ouvert un deuxième écosystème à Lausanne, un troisième dans la région de Berne, puis on a fusionné avec La Belle Bleue, qui est une autre épicerie qui vendait des produits locaux en ligne dans la région de Neuchâtel, Fribourg et Gros-de-Vaud. Et du coup, maintenant, c'est également Magic Tomato qui opère là-bas. Et d'ailleurs, on travaille ardemment à ouvrir le Valais, une région qui me tient à cœur, pour proposer notamment tous les vins de la région qui font toujours plaisir, et surtout les beaux artisans et producteurs de la région. Dans cette phase, en fait, depuis le début, l'idée c'était de placer le consommateur dans une autre relation de purement acheteur-vendeur, et puis comment on lui redonne une position d'acteur. Et dès le début, je souhaitais en fait qu'il puisse être partie prenante du projet Magic Tomato. Il y avait déjà des technologies possibles, mais c'était pas encore autant facile, ni aussi, on va dire, légal, parce que j'avais envie de faire les choses plutôt carrées. Et l'idée, elle s'est concrétisée cette année. C'était vraiment l'idée d'ouvrir une partie du capital auprès de nos partenaires, auprès des utilisatrices, essentiellement des femmes, et également des personnes qui soutiennent notre démarche, parce que l'idée derrière Magic Tomato, c'est qu'on peut faire ces courses avec un impact positif pour notre région. Et ça, c'est important parce que ça réalloue tout le chiffre d'affaires des courses au niveau local, dans des productions principalement bio, et aussi à travers des circuits à grande durabilité. Donc tout ça pour dire qu'il y avait l'idée de dire ok, on fait quelque chose de bien, mais comment on permet à tous ceux qui nous soutiennent de participer. Donc rapidement l'idée était venue d'ouvrir le capital et c'est ce qu'on a pu faire en collaboration avec Taurus en ce début d'année. Et puis l'idée aussi c'était de le faire de manière légale et de plus tard arriver quand même à une cotation aussi en Suisse. Donc c'est un peu toutes ces démarches dans lesquelles on est et de continuer de grandir comme ça, c'est-à-dire que quand on ouvre un nouvel écosystème, de pouvoir de nouveau accueillir des partenaires qui ont une part de la société. Puis je reviendrai plus en détail comment on l'a fait. Je m'arrête là. Bonjour à tous, je continue. Et après, je laisserai Jonathan finir. Je m'appelle Victor Busson, donc je suis CMO chez Taurus. Donc je m'occupe un peu de tout ce qui est marketing, partenariat, notamment. Que fait Taurus ? Donc on est une fintech suisse qui va faire de l'infrastructure blockchain. D'accord ? Donc notre infrastructure va couvrir la tokenisation, la conservation ou custody et le trading. Cette infrastructure, notamment, elle va servir tout d'abord les banques. D'accord ? Ça va être un petit peu notre cœur de cible. Mais également, aujourd'hui, on commence à travailler avec de plus en plus de PME et de start-up pour tokeniser directement les actions
de leur capital et de leur entreprise. Et on va sans doute creuser un peu plus en détail. Aujourd'hui, Taurus, qu'est-ce que c'est? Donc, on a 60% de parts de marché sur le marché suisse. On doit être même également sans doute un des leaders sur le segment bancaire, au niveau européen. Donc, notre solution est en production avec des banques systémiques, avec des banques d'investissement, avec des banques crypto, vraiment tout type de banques. Et puis un petit peu aussi à mentionner, donc aujourd'hui on est une 50aine de personnes et on recrute. Donc je passe aussi un appel ici. Donc, et puis voilà, dans les grandes lignes. Merci. Jonathan Yamas, je change de casquette. Ce n'est plus la Fondation Vetri où on va parler de vos données personnelles. En 2017, j'ai aussi créé une société, cofondée, une société de conseil et de technologie en blockchain qui s'appelle Verum Capital, qui est basée à Zurich. Qu'est-ce qu'on fait avec cette société? On permet à des grands groupes, on n'a pas développé notre software qui permet à des sociétés de tokeniser leurs assets, mais on va leur vendre du conseil et leur dire comment ils devraient le faire d'un point de vue technologique évidemment, mais aussi financier, pourquoi le faire, d'un point de vue marketing et écosystème, comment on va s'assurer que dans cet écosystème décentralisé, on va apporter de la valeur, et d'un point de vue réglementaire. Deux petits exemples sur la tokenisation, sur l'exemple même de la tokenisation. En 2019, on a tokenisé une banque régulée de transactions. À l'époque, on a dû passer par le Liechtenstein pour ce faire. Et pour être tout à fait honnête, c'était plus, au final, même s'il y avait des grandes ambitions dans un premier temps, un attribut marketing qu'autre chose. On a vendu des parts de la banque, on a tokenisé, on a digitalisé au travers d'un security token à quelques investisseurs privés et on a distribué ça. L'expérience était très intéressante d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue opérationnel, on n'a pas gagné grand-chose depuis. L'autre exemple, c'est un projet qu'on a mené avec la Bourse Suisse. Et je dis la Bourse Suisse, je vais juste différencier au sein de la Bourse Suisse, il y a SIX, qui est l'exchange traditionnel, et SDX, qui est le nouvel exchange digitalisé. On a travaillé depuis 2 ans et demi avec la Bourse Suisse, donc SIX, l'écosystème traditionnel, pour permettre aux banques traditionnelles d'émettre un produit structuré, donc un produit complexe, et on a fait ça exprès sur un produit complexe, en partant du principe que si on est capable de tokeniser ces assets qui sont complexes, on est capable de tokeniser des assets qui sont beaucoup plus simples. Et on a finalement réussi à faire cet été que n'importe quelle banque réglementée puisse émettre leurs produits structurés, donc un produit financier, sur la blockchain d'Ethereum, en créant un smart contract, qui va représenter l'asset financier. Et ce smart contract, on peut le prendre aujourd'hui, et c'est disponible depuis cet été à toutes vos banques. On peut prendre l'adresse du smart contract, la mettre dans SIX, dans l'infrastructure traditionnelle suisse bancaire, en sortir un ISIN. Ce qui fait qu'on est capable de prendre un smart contract sur une blockchain et de le rendre disponible à n'importe quel type d'investisseur en passant par sa banque traditionnelle. Donc ça, c'est un cas qui va permettre la tokenisation. Après, il y a 1001 façons de tokeniser aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la recherche de cette tokenisation, en général, va passer par la recherche de la liquidité derrière. Et c'est ça qui est important. Dans une des questions qu'on a pu voir d'ailleurs en arrivant avant le panel, c'est que d'un point de vue réglementaire, je crois que c'est Monsieur Depierre qui a un peu sabré le concept même de la tokenisation en disant que ça ne servait pas forcément à grand chose, oui et non. Effectivement, en général, on va chercher à tokeniser ces assets-là, ces sous-jacents-là, pour apporter de la liquidité et de la fluidité. Et si on est capable d'échanger ces assets qui sont, ces biens, ces sous-jacents qui sont digitalisés de façon beaucoup plus fluide en utilisant cet écosystème et cette technologie blockchain, encore faut-il avoir de la liquidité derrière pour apporter une réelle valeur intrinsèque à cet actif qui va être rendu disponible. Voilà en 2 mots pour moi. Merci, messieurs.
Je ne sais pas si on m'entend toujours. Oui. Du coup, j'anime un petit peu avec les questions qu'on trouve sur Slido. Tu viens de répondre à la première. Mais je rebondis sur ça pour vous demander à tous les trois, est-ce que la tokenisation présente un atout en termes d'image, justement pour se jouer sur ce côté hype? Je commence, après je laisse Paul, qui sera le mieux placé pour répondre. Il y a beaucoup, alors, les gens, donc la tokenisation, c'est vraiment juste la numérisation, d'accord, des actions, c'est rien d'autre. L'idée, c'est de numériser son capital pour le gérer en temps réel de façon plus simple. Donc il y a la notion de gestion d'equity, donc des shares ou des actions donc, en temps réel. Donc finalement, la possibilité de créer des plans de participation en 2 clics, finalement, et même de récompenser, d'engager, de fidéliser les employés d'une entreprise, même de faciliter également les transferts, de faire des mini-places de marché au sein d'une entreprise, donc créer une liquidité qui est auparavant inexistante. Donc il y a vraiment cette logique de management de l'equity et de gestion de la liquidité qui est aujourd'hui inexistante. Sur les profils de start-up qu'on voit, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah ouais, cool, je vais tokeniser et je vais me dire, je vais pouvoir lever de l'argent plus facilement. Et je vais rider un peu la hype qu'on va avoir derrière. » La réalité, c'est qu'il y a il y a toujours, aujourd'hui, voilà, on a un pipeline, j'ai dû parler, plus d'une centaine de startups, même d'entreprises privées. Il doit y avoir 10% sans doute. La difficulté, c'est de trier le bon grain de livret et de vraiment être capable de discerner finalement le sérieux des équipes et de s'assurer que finalement voilà, l'intention est légitime, parce qu'il y a un vrai atout et avantage à tokeniser. Je vais laisser Paul expliquer pourquoi il l'a fait. Mais il faut éviter, vraiment essayer de se débarrasser, entre guillemets, de ce côté assez, finalement, je parle un peu en franglais, driven by speculation, où les gens sont là pour essayer de gagner de l'argent le plus vite ou lever des fonds auprès d'une clientèle qui n'est pas forcément informée, ou du retail qui ne va pas savoir dans quoi il investit. Donc souvent, parfois, les gens vont mixer les crypto-monnaies et les actifs tokenisés qui vont être plus régulés. Taurus, aujourd'hui, ça offre une infrastructure, mais également une place de marché qui est régulée, donc qui est TDX, donc on est régulé par la FINMA. Taurus est une maison de titres qui va opérer donc ce qu'on appelle un système organisé de négoce, qui va pouvoir finalement être une place de marché où des acheteurs et des vendeurs vont pouvoir placer des ordres sur ce marché secondaire. Mais déjà, avant ce marché secondaire, il y a le marché primaire, où la tokenisation, et là je vais passer la parole à Paul, finalement va permettre d'engager des écosystèmes, d'engager une communauté et de créer un peu une économie participative sur lesquelles, et l'objectif, ça va être vraiment de fédérer les intérêts de chacun des stakeholders et de les transformer en actionnaires finalement pour toujours avoir créé un cercle vertueux dans la logique. Donc c'est important d'éviter ce côté vraiment spéculatif des crypto-monnaies et vraiment dissocier ce côté plus fondamental. Au niveau déjà du mot token qui effraie en fait le grand public, dès qu'on n'est pas geek, juste l'utilisation de ce terme, vous perdez la personne. Hein. Enfin, nous encore plus, nos clientes, elles ont plutôt entre 40, 60 ans, plutôt s'occupent de faire leurs achats alimentaires ou pour la famille. Qu'est-ce qu'on lui parlait de token? Donc en fait déjà la démarche, nous, il y avait une grande part de pédagogie et d'éducation sur en fait la raison pour laquelle on fait, et d'ailleurs c'est le point de départ, et finalement le token n'est que l'outil, qui était de dire on veut vous permettre de participer au développement de Magic Tomato, qu'on va faire une levée de fonds, et qu'on aimerait que en fait, si quelque chose de positif se passe vraiment dans le futur, eh ben, que ça vous impacte, peut-être ça vous fait une année de course gratuite, j'en sais rien, pour un artisan peut-être ça vous fait la cerise sur le gâteau d'avoir collaboré et cru dans le projet, et aussi d'aller voir plus loin. Par exemple, un artisan qui ne serait que à Genève peut profiter en fait du développement dans d'autres régions et vice versa. Et ça, c'est ce que je trouvais sympa. Et dans l'autre idée aussi, je m'éloigne un peu du marketing, mais en fait, ça paraît tellement naturel. On a tous des actions Nestlé dans notre portefeuille à travers même notre deuxième pilier. Par contre, des actions des petites entreprises dans la région qu'on soutient, qu'on aime bien, non. Enfin, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'outil. Et pour moi, le token, c'est l'outil. Le côté digitaliser ces actions, c'est vraiment le futur. Et j'ai l'impression que quand il y aura vraiment suffisamment d'acteurs digitalisés, il y a un marché qui va se créer. Et c'est là où je ne suis justement pas forcément d'accord avec ce qui a été dit avant. Je pense que la liquidité, elle va venir de par ce qui est présenté sur le marché.
et non l'inverse. Et donc pour moi, c'est le futur de la finance et ça vient combler un peu un manque où on voit que finalement, les banques, elles sont de plus en plus conservatrices dans la façon d'investir. Et il y a un besoin de financement pour les entreprises qui ont des envies, qui ont des projets, et c'est souvent des projets régionaux. Et à côté, il y a des acteurs du marché qui peuvent investir, qui ont des moyens. Donc, et là, je parle du grand public. Donc, comment on arrive à matcher ça c'est le futur. Pour revenir à l'aspect marketing, nous, on a fait vraiment un travail je pense 9 mois avant, on travaillait déjà sur ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, comment on va le faire. Et même s'il y avait certaines aberrations, qu'est-ce qu'on doit changer avant même de venir parler de cette opération. Et puis pour répondre à la question, le point que tu disais avant, Victor, c'est en fait si on avait juste été voir des investisseurs en direct, ça nous aurait pris beaucoup moins de temps et ça aurait été beaucoup moins cher. Donc c'est pas le but. Et peut-être qu'on aurait levé plus de fonds, mais c'était pas là le but de la démarche. On a essayé de faire un truc qu'on avait envie de faire depuis longtemps et en même temps, à un moment donné, on devait lever des fonds. Donc voilà, c'est... Mais alors là, je vais prendre un risque énorme parce que c'est une question personnelle, mais on a, eu pendant un certain temps, puis c'est encore le cas maintenant, toute une vague, c'était la mode de faire des crowdfunding. Pourquoi pas se contenter de ça et faire de la tokenisation? Enfin, quelle est la plus-value? Dans notre cas, nous, on a émis des bons de participation qui ont la même valeur nominale que les actions. Pourquoi un bon de participation? Parce que ça nous évitait des problèmes à l'Assemblée générale. Vous n'avez pas le droit de vote à l'Assemblée générale, mais vous avez tous les droits financiers identiques que les actionnaires. Et en tant qu'acheteur d'un token Magic Tomato, vous avez le même retour de dividende en proportion qu'un actionnaire. En cas d'un exit ou une vente, vous avez le même retour financier positif. Et dans un cas négatif, vous avez la même répartition des actifs en cas de dissolution. Donc c'est vraiment une action. C'est-à-dire que vous ne recevez pas un t-shirt Magic Tomato ou des courses. Et d'ailleurs, avant, on parlait de certains problèmes légaux. Au début, j'avais plein d'idées créatives. Ouais, vous avez des courses moins chères, etc. Et à chaque fois, on tombait dans dividende caché. Et en fait, si on fait le truc bien, c'est un peu moins fun. C'était ça la conclusion, malheureusement. Il y a aussi une utilité derrière tout ça, c'est que on peut reprendre deux exemples très simples. Pourquoi aller tokeniser un asset qui n'est pas liquide? Et prenons l'exemple d'un appartement. Je peux aussi créer un sous-jacent, un asset, le découper pour permettre à des investisseurs qui n'ont pas les moyens d'acheter l'appartement en question, mais une partie de l'appartement pour leur offrir le yield de cet appartement qui est très bien positionné par exemple. Et donc le fractional ownership que rend possible cette tokenisation va aussi servir à, d'une part, rendre accessible des aspects de la finance traditionnelle à des gens qui n'auraient pas forcément les moyens d'investir dans des tickets d'entrée qui sont trop hauts, mais aussi de permettre justement toute cette nouvelle classe d'actifs d'exister. Et si la finalité, c'est aussi d'apporter de la liquidité, ça va avoir un impact majeur dans la gestion de ces assets qui sont traités comme illiquides, par exemple dans nos banques. Un exemple tout bête, si je suis une banque, Crédit Suisse, UBS, peu importe, qui détient quelques milliards d'assets en real estate, en immobilier, je suis soumis à avoir des liquidités à hauteur d'au moins 20% de ces sous-jacents-là. Si en les tokenisant et en obtenant une certaine forme de liquidité de ces sous-jacents-là, j'ai plus besoin que de 5%. Donc je vais pouvoir libérer énormément de quantités de monnaie sur le marché à disposition, puisque la liquidité va être monétisable. Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, tu as mentionné Nestlé. Essayons de regarder un petit peu plus loin ce que cette tokenisation peut nous apporter. Aujourd'hui, quand je regarde Nestlé avec un regard très blockchain, très tokenisation, Nestlé n'est pas un sous-jacent, un sous-jacent d'une entreprise traditionnelle. Pour moi, Nestlé, c'est un indice. Nestlé, c'est l'indice de tous les produits que Nestlé vend. Et la tokenisation permettrait à Nestlé de découper Nestlé en gamme de produits et me permettre à moi, par exemple, en tant qu'investisseur, d'investir exclusivement dans un département qui s'appelle Nespresso, plutôt que d'acheter l'indice de Nestlé.
C'est ça que va permettre la tokenisation. Est-ce qu'on va l'utiliser de cette façon-là? Est-ce que le régulateur va permettre ce champ d'application qui est faisable techniquement ou pas? Il y aura des avantages, des inconvénients. Mais voilà ce que permet aussi l'autre aspect de la tokenisation. Je rajoute juste un point pour prendre la question en frontale qui était crowd investing versus tokenisation. Crowdfunding, c'est le financement d'un projet en amont, mais on n'est pas forcément actionnaire, donc on a financé un projet. Crowd investing, c'est l'investissement, donc là il y a une logique de volonté de devenir actionnaire, mais le titre, le droit valeur est papier. Donc les marchés privés sont encore inefficients parce que finalement les titres sont papier. Et la tokenisation finalement va donner la capacité d'investir et de recevoir des tokens. Et le token n'est pas un sous-jacent ni une représentation du titre, c'est l'action en elle-même. Donc parce que c'est l'action en elle-même qui va être sur la blockchain, il va être possible après d'échanger, de transférer instantanément sur la blockchain, parce que la blockchain, c'est ce qui permet finalement de faire des settlements instantanés entre peer-to-peer, donc d'un individu A à un individu B. Et en fait, c'est ce que ça va permettre. Donc on va passer de droit valeur inscrit, code des obligations 973D, ou du droit suisse qui va reconnaître donc, les actions suisses sur la blockchain, enfin les actions sur la blockchain, comme des actions papier normales. Donc finalement, c'est vraiment une action traditionnelle égale une action tokenisée. Il n'y a pas de représentation sous-jacente. C'est vraiment le token qu'on va avoir dans son wallet, ça sera la chair. Et la différence va vraiment être sur cette côté numérisation, alors que l'autre, on est encore sur une représentation électronique, mais en fait, le titre, il est encore papier. Voilà. Parfait, merci. Vous parliez d'une partie ou de la totalité d'une entreprise qu'on peut tokeniser. Qu'est-ce qui définit qu'on le fasse en partie ou complètement? Je commence et après je laisse compléter. Souvent, les questions qui se posent quand on veut tokeniser, c'est j'ai envie de tokeniser ou la totalité du capital, mais là on se dit, bon, le problème c'est si jamais en fait je veux lever de l'argent, il peut avoir des investisseurs, je veux lever auprès d'investisseurs. Si je dis à mon investisseur, ok, j'ai tout tokenisé, et l'investisseur il est un peu anti-blockchain, la personne est coincée. Donc finalement, il est très important de donner la possibilité, et c'est le cas pour la majorité, de se dire, je vais tokeniser une partie du capital. Après, finalement, ce qu'on voit assez souvent, c'est par exemple, on va uniquement tokeniser par exemple le plan de participation, donc 10% du capital, et qui va être après numérisé, et puis qui sera finalement distribué entre les employés. Et après, il y aura une logique même de rachat employeur à employé, entre les employés, ou après, on peut même placer entre personnes, donc ça c'est au sein de l'entreprise. Et après, on peut aller encore plus loin, en version un peu publique, donc qui va être TDX, où là, finalement, chaque personne qui a créé un compte TDX, donc qui a passé le KYC, donc qui a été identifié et vérifié, va pouvoir également acheter le token. Donc c'est pour ça c'est important de distinguer différents niveaux d'échange, qui soient soit sur un segment fermé, soit sur un segment davantage public. Ok, et puis on nous demande spécifiquement pour Magic Tomato, quelle est la part de l'entreprise qui est tokenisée? Alors nous, on a fait une émission qui correspondait jusqu'à 10%. Donc ça, c'était le prospectus. Du coup, on est un peu entre deux. Sachant que là, on est en train de faire une deuxième phase. Donc on va arriver à 6-7% de l'entreprise. Je rebondis peut-être sur les employés. Nous, c'était important aussi de comment justement on valorise le métier de logistique et livreur qui est très présent chez nous. Et puis, une des fiertés, c'était de dire aussi que tous nos employés, ils sont propriétaires maintenant de Magic Tomato. Et ça, c'était aussi un truc, mis dans l'ensemble, c'est tout le monde tire la même corde. Et en même temps, on a tous un retour. Et ça va vraiment faciliter de mettre ça en place qu'un plan d'action classique. Alors, bizarrement, c'est presque plus palpable le token que le plan d'action classique auprès des employés, parce que du coup, il y a vraiment une ligne qui apparaît quelque part, et c'est moins des documents à signer qui resteraient quelque chose de très administratif. Donc, ça le rend plus visible. C'est ça, ça devient tangible pour l'employé. En fait, je visualise mes actions, je visualise finalement une valeur. Et après, il y a une possibilité finalement de pouvoir racheter, ou de sortir ou de vendre ces actions qui peuvent être définies uniquement par l'entreprise. Je sais pas, trimestriel, annuel, peu importe.
Mais je dirais même pour les investisseurs qui investissent d'habitude dans une start-up, bah, ok, ils ont signé un contrat, ils ont investi, ok, ils voient le registre des actionnaires, mais ça s'arrête là. Tandis que là, ils ont vraiment la ligne dans leur wallet de nombre de bons participations qu'ils ont chez Magic Tomato. Donc ça le rend plus tangible. On est plus proche d'un e-banking classique où vous voyez votre portfolio. Et puis il y a un bénéfice qui n'a pas été cité, mais je suppose que vous l'avez vécu, c'est que la première émission, elle est un peu complexe, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue technologique, mais la deuxième, elle est très simple. Il y a une réplicabilité de la levée de fonds et de la distribution de cette deuxième tokenisation qui est beaucoup plus simple. Et peut-être que dans la vie traditionnelle d'une entreprise, on ne va pas avoir ce besoin de réplicabilité de la tokenisation du sous-jacent plus que 2 à 5 fois. Mais si je suis un fonds d'investissement qui investit dans des projets immobiliers tous les 6 mois et que j'ai besoin de faire ces levées de fonds régulières, ben, je vais avoir cet aspect aussi de réplicabilité de ce crowdfunding ou de cette tokenisation et de la distribution de la tokenisation qui est aussi acquise au travers de ce premier process qui est peut-être un petit... Allô, allô. Peut-être un peu pénible dans un premier temps, et puis on va avoir cette réplicabilité. Parfait. Est-ce que, là, une question pour Taurus, est-ce qu'il y a un type d'entreprise spécifique qui font appel à vous, ou ça peut être tout le monde? Alors, en général, ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Enfin, il y a vraiment de tout. Si je segmente, okay, on va segmenter, on va dire entreprise plus start-up / fintech versus entreprise plus traditionnelle. D'accord ? Ça, c'est le niveau 1. Après, il y a aussi une différence entre le nombre d'employés, donc finalement la taille de l'entreprise, plus l'entreprise en général est petite, plus il y a juste une volonté finalement de faire une tokenisation pour l'entreprise en elle-même. Plus l'entreprise est grande, ou alors dans son business model, il y a un intérêt à engager de nouveaux stakeholders, il va y avoir une démarche d'aller vers le public qui va être davantage mise en place. Mais vraiment, on voit de tout. Hein. Alors, le côté naturel, c'est même toutes les startups, pas mal du côté des incubateurs, qui sont toujours tournés vers les nouvelles technologies. Donc ça, c'est le côté plus tech. Mais on voit également des entreprises bien plus traditionnelles qui commencent à se tourner vers cette méthode de tokenisation également. Mais là, justement, est-ce que c'est pas ce côté où il faut y être et puis se donner un côté un peu Jones dans le Alors, traditionnel? c'est toujours, après, c'est une question d'éducation et d'expliquer comment ça marche, pourquoi le faire. Et en général, la première question qu'on pose, c'est si quelqu'un vient nous voir, dire j'ai envie de tokeniser notre entreprise, c'est pourquoi vous souhaitez le faire. Et ensuite, les cas d'usage et les bénéfices vont varier finalement. Mais la base, c'est les employés. Et après, il y a le côté marché primaire. Et après, il y a le marché secondaire. Mais il y a vraiment cette logique. Et souvent, on peut même associer ces étapes en fonction de la taille de l'entreprise. Alors justement, on parle d'étapes. Quels sont, pour les cas d'application qui sont les vôtres, les risques, les étapes et les risques pour une tokenisation réussie? Alors je commence. Bah déjà, beaucoup de préparation avant, enfin, ça paraît évident, mais quand même le redire. Sur le papier, ça paraît simple qu'on en parle comme ça, mais honnêtement, ça peut être la mission d'une entreprise pendant une année ou d'une équipe, en tout cas, de réussir la tokenisation. Tant les aspects, on va dire, techniques, légaux, qu'opérationnels, et aussi, moi, je dirais vraiment l'aspect préparation du marketing si vous êtes dans une entreprise B2C, où vous voulez vraiment inclure le grand public dans la démarche. Donc beaucoup de travail, beaucoup de PR, de marketing, opération, c'est vraiment, ça mobilise l'entreprise quand même 6-9 mois. Moi je parle d'entreprise de notre taille, on est 35 employés environ, donc c'est conséquent. Donc je pense que, de nouveau, si c'est juste lever des fonds sans objectif derrière, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Et pour compléter, à mon avis, ce qui est important de garder en tête, c'est que Magic Tomato a également été un des précurseurs là-dessus. C'était une des premières, vraiment. La loi a été votée en février 2021. Et là, finalement, voilà, il y a eu. C'est limite le premier qu'il a vraiment implémenté.
Donc ça, c'est la première chose à garder en tête. Donc, la difficulté vient d'innover. Après, la réplicabilité qui va revenir, finalement, plus on avance dans le temps, plus les process sont streamlinés, plus finalement ça va devenir simple. Et alors après, ça ne sera jamais simple parce qu'il doit toujours avoir une démarche stratégique intentionnelle. Ce n'est pas forcément un côté tactique, hein, comme je le dis, il y a vraiment un projet derrière et une volonté ou de fidéliser les employés ou d'engager une communauté plus large. Et puis voilà. En gros, il faut avoir un projet et un objectif qui répond à la rationalisation des coûts de cette tokenisation. Ça coûte cher. Je ne parle pas de la tokenisation technique, d'un point de vue technologique. Mais quand on se lance dans un process de tokenisation, il faut s'assurer que d'un point de vue légal, tout est bien fait, même si c'est en train de se clarifier, de se standardiser. Il faut s'assurer que d'un point de vue opérationnel, il y a un sens à tout ça, et que d'un point de vue marketing, et marketing au sens large encore une fois, c'est pas anodin d'utiliser une technologie décentralisée. En général, il va y avoir une approche d'une certaine partie de la décentralisation, que ce soit de la gouvernance, du service, de la mise en relation avec ses clients ou ses employés, de la participation collective. Il y a un aspect de distribution et de décentralisation derrière tout ça. Il faut que tout cela soit cohérent. Très bien. On pose pas mal de questions là sur Slido par rapport à justement ces étapes. Quels sont les risques quel est le risque de la tokenisation en cas de faillite de la PME en question? Ce qu'on ne vous souhaite pas, naturellement. Comme toute action, elle va perdre de la valeur. Ça peut, voilà. On a l'exemple Suissair, si jamais. Voilà. Non, mais c'est une action, donc c'est pareil. Par contre, le fait qu'elle est adossée vraiment à une action selon le respect de la réglementation suisse qui donne un certain cadre, ça rassure déjà sur la phase de lancement, on va dire, de l'opération. Transparence qui peut avoir lieu dans d'autres cas de figure hors Suisse, mais qui est moins garantie, je dirais ça comme ça. Ça donne un cadre. Nous aussi, on a fait certifier la façon dont on a fait le token parmi les premiers par la CMTA. C'est quelque chose que vraiment on met en avant et qui nous tenait à montrer qu'on a fait les choses correctement aussi pour... par exemple, dans la Suisse, si vous perdez votre clé, vous pouvez aller la récupérer au tribunal. Donc, c'est quelque chose qui est quand même spécial, je pense que tu préciseras, mais ça change tout aussi et ça nous permet aussi de déconstruire éventuellement l'aspect tokenisation, ce qui peut paraître bizarre de le dire maintenant ici, mais si un jour on aimerait revenir en arrière, on peut, ce qui n'est pas le cas dans les autres réglementations. Absolument, et pour compléter ce que Paul dit, pour faire hyper simple, une action traditionnelle, une action égale une action tokenisée. La différence étant qu'elle est numérisée. Même droit et protections économiques et sociales. Donc c'est pareil qu'une action traditionnelle. Et mêmes exigences, normes en termes de présentation au niveau du bilan de l'entreprise? Alors, je commence, vas-y, commence. Enfin, oui, nous on est soumis aux régulations d'une entreprise de notre taille en Suisse, donc typiquement on a un organe de révision, on est audité. Quand vous êtes détenteur des bons de participation, vous avez le droit à la publication des chiffres, vous avez une copie de l'Assemblée générale. J'en ai pas parlé, d'ailleurs c'est une erreur. Nous, tout l'aspect gouvernance, il est partagé avec la communauté, mais il n'est pas lié à la détention du bon de participation, justement pour des raisons juridiques. Ça aussi, c'était mon idée à la base, il fallait le bon pour avoir certains droits, mais ça devenait vite compliqué parce que vous tombez dans tout l'aspect shareholder agreement. Et donc pour garder simple la chose, en gros l'aspect gouvernance, il est partagé avec tous nos clients qui ont souvent aussi le token. Et l'aspect token, c'est purement le fait d'investir et l'aspect financier. Donc, nous, on a choisi d'avoir on a la transparence par rapport à ce qui est demandé pour un bon de participation en Suisse, mais on va certainement aller plus loin en étant transparent auprès de notre communauté au sens large. Et pour compléter également, la logique, donc il y a le système de lister une entreprise, de devenir cotée, donc le public, l'entrée en bourse. Là, disons que la logique est très lourde. Pour le marché, on va dire, plus ce nouveau marché, ces nouvelles places de marché qui sont en train de rentrer, d'être créées finalement, ces nouveaux Nasdaq, en quelque sorte, des marchés privés,
la démarche et le process de reporting est plus léger. Il y a des minimums, bien entendu, mais finalement, la logique est bien plus souple dans l'approche et il n'y a pas forcément cette logique trimestrielle de publication des résultats. Alors après, Paul peut très bien le faire auprès de sa communauté. C'est vraiment à la discrétion. Il va y avoir un minimum set de requirements qui doivent être bien entendu audités, revus. Et ça également, c'est à notre charge de pouvoir bien s'assurer que ce qui va être admis au trading, au négoce sur TDX finalement, remplissent finalement tous les critères pour bien s'assurer de la protection des investisseurs. Je complète encore un mot. C'est vrai que si, imaginons, il y avait les mêmes règles que pour être côté OSMI, on peut doubler les équipes juste pour s'occuper des publications trimestrielles et la relation investisseur. Donc c'est pas le but, c'est peut-être de trouver le juste milieu pour justement créer ce marché. Il y aura forcément des problèmes, il y aura forcément des entreprises qui vont aussi super performer, d'autres moins. Mais de nouveau, je pense que l'intérêt, c'est dès qu'il y en a suffisamment, ça va créer quelque chose. Et c'est un peu sur quoi aussi on est en train de réfléchir. Et quand j'entends, parce que je découvre Magic Tomato, j'ai l'impression qu'il y a aussi un biais culturel et historique très suisse de digitaliser finalement la coopérative traditionnelle. Enfin, je ne sais pas. Mais du coup, encore une fois, ça n'invente rien. Ça part d'un principe et d'un postulat très sain, qui est qu'on va co-créer ensemble, on va créer un écosystème ensemble. On a juste digitalisé, tokenisé l'infrastructure et les relations. Mais finalement, c'est très suisse. Je peux que confirmer. Oui, on a encore quelques minutes. Si vous avez des questions, c'est le dernier moment, mais j'en profite pour en poser une qui va dans le sens de ta dernière intervention. Justement, je me pose la question des freins, notamment dans le cadre de Magic Tomato, à venir vers ce public-là, un peu traditionnel, et de le confronter à cette innovation. Enfin, je parle aussi pour moi, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir 80 ans pour pas être au top de la technologie. Comment ça se passe concrètement quand on va vers ces gens-là, puis qu'on leur explique cette nouvelle technologie ? Alors c'est compliqué, et d'ailleurs on l'a pas, faut être honnête, on l'a pas réussi autant qu'on le souhaitait. C'est pour ça qu'il y aura une phase 2 qui sera plus simple. Mais on a vu qu'il y avait un véritable frein. Typiquement dans l'onboarding QIC, il y a un frein. Il y avait un frein aussi de se dire j'ai bon de participation. En plus en anglais c'est mieux, c'est non-voting share. Alors en français c'était compliqué. En plus nous on faisait un plan participatif. Alors puis en même temps, on ne devait pas utiliser le mot action dans le prospectus. Enfin bref, ça c'est tous les aspects légaux. Mais on s'est retrouvé des fois à être pas assez clair. Et pourtant, on a travaillé là-dessus. Il y avait un frein. Pour vous dire, certains utilisateurs nous disaient mais envoyez-moi un BVR. Et puis j'en n'en parle plus. Non, mais c'est pas le but de la démarche. Mais donc, on va aller vers plus de facilitation. Comme disait Victor, on a ouvert certaines portes. Maintenant, on va déjà faire la phase 2. On va voir comment ça se passe. Ça va être beaucoup plus simple, tout en gardant la partie QIC. Mais après, c'est aussi l'envie d'être acteur du changement. Enfin, pour des personnes, c'était très clair. Pour d'autres, moins. Et d'autres, quand ça sera plus simple, je participe. Donc voilà, je comprends vos craintes. Et un aspect très pédagogique, d'où l'intérêt et l'utilité de cette conférence et des conférences en général. Le but, c'est d'éduquer, d'expliquer pourquoi on fait tout ça, pas forcément comment d'ailleurs. Et après, il y aura une phase d'adoption et d'adaptation pour prouver que la technologie fonctionne, mais surtout pour l'éprouver. C'est-à-dire que quand on a été capable de payer sur Internet, c'était une chose, ok, ça fonctionne, mais je ne me sentais pas à l'aise de mettre ma carte de crédit en ligne. Aujourd'hui, on a suffisamment éprouvé la technologie pour dire quand je paye, ça marche, je ne me fais plus hacker ma carte. Donc, on a prouvé que ça fonctionnait et j'ai éprouvé en tant qu'utilisateur que ça fonctionne. On est dans cette phase-là avec cette technologie-là. À nous de prouver que ça marche en tant qu'entrepreneur et aux utilisateurs d'éprouver que ça fonctionne en utilisant ces nouvelles propositions. Très bien. Alors, si vous avez un mot de fin chacun, puisque vous êtes là en tant qu'ambassadeur de
de cette nouvelle technologie, ou en tout cas cette technologie, puisqu'on ne peut plus dire nouvelle. La parole est à vous. Je te laisse commencer, Paul. Bah, je dirais de manger local et d'investir local. Voilà. Bien dit. Éduquez-vous. Il faut apprendre. C'est passionnant et ça ouvre beaucoup de nouvelles portes en fait. Et d'essayer. Il faut aussi essayer. Il faut sauter le pas. C'est souvent le plus dur. Bah, parfait. Merci beaucoup, messieurs.